C'est de la com. Je suis intimement convaincu, chères auditrices et auditeurs, que vous avez déjà entendu cette expression prononcée avec énormément de mépris dans la voix, que ce soit parfois des journalistes et plus souvent des politiques. Eh bien parce que lui aussi ça l'énerve énormément, Frédéric Fougerat, l'homme de Tenkan Paris, non je n'ai pas besoin de le présenter, vous le connaissez, il est suffisamment présent dans le décodeur. Eh bien Fred a écrit son 9e livre, paru chez Bréal, qui s'appelle justement « C'est de la com ». Et tout au long des 200 pages, il déglingue les idées reçues sur notre magnifique métier. Alors vous le verrez sur la couverture, il est marqué qu'il y a 60 idées reçues sur notre métier. Allez, je vais faire un peu de spoiler, il y en a nettement plus, ce qui évidemment souligne la générosité de Fred. Durant les 8 chapitres du bouquin, Fred, comme je le disais, casse les clichés et je peux vous garantir que cela peut vous servir, que vous soyez un communicant ou une communicante qui soit en début de carrière ou plutôt expérimenté, et ce qu'on soit en agence ou chez l'annonceur. Je n'en dis pas plus, car je pense que vous serez malheureusement déjà familier de ces clichés qui nous collent à la peau à nous les communicants. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très très bonne écoute en compagnie de Frédéric Fougerat et vous verrez que Fred reviendra dans un second épisode toujours autour des clichés, mais là, il y aura vos questions à vous, chères auditrices et auditeurs. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Fred. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Mais ça va très bien et ça va toujours très bien quand je te vois. Je suis terriblement content de te retrouver parce que finalement on a déjà beaucoup échangé ensemble. Donc c'est un bonheur de continuer, de poursuivre ce dialogue. Eh ben, plaisir partagé. Ça fait un peu les mecs qui se quittent jamais parce que c'est pas comme si tu venais très régulièrement dans le décodeur de la com. Alors justement, tu viens pour le décodeur de la com, pas pour dire bonjour uniquement. On a très bien mangé d'ailleurs au passage à la brasserie. Juste et on a le droit de dire qu'avant d'enregistrer, on déjeune ensemble, oui. Exactement, donc comme ça vous saurez tout. Mais là, on se voit pour ton combienième de livre ? C'est le 9e ou c'est le 10e ? C'est le 9e. Quand j'ai sorti le 8e, j'ai dit que c'était le 7e, je me suis trompé. Donc j'ai refait mes calculs, donc je sais compter jusqu'à 9 a priori. C'est le 9e. Ah ben, toutes mes félicitations. Alors ce 9e livre qui est toujours paru aux éditions Bréal, tu vois, c'est l'émotion, les éditions Bréal, s'appelle... C'est de la com. C'est de la com. C'est de la com. Cette phrase, c'est de la com, c'est une phrase qui est souvent prononcée avec un peu de mépris, souvent par les journalistes, parfois même par les politiques, c'est-à-dire par des gens qui font de la communication, mais qui pour dézinguer leur adversaire ou par manque d'arguments, parfois se réduisent à accuser le propos, l'annonce, la décision d'un autre par oui, mais c'est de la com. Et c'est de la com, ça veut en réalité dire c'est de la mauvaise communication ou ce n'est que de l'affichage. Mais quand on dit c'est de la com, quelque part, on insulte, on attaque, on atteint un métier dans son intégralité, celui de la communication. Ça me révolte d'entendre dire c'est de la com avec ce ton méprisant et c'est ce qui m'a donné l'idée de produire cet ouvrage. Eh ben, toutes mes félicitations parce que ce ton méprisant va généralement avec cette expression. C'est insupportable. C'est de la com, laisse tomber, c'est de la com. Oui, mais c'est de la com, ça, c'est de la com. C'est bon. C'est de la com, la communication, c'est un métier. C'est comme si on disait à un journaliste qui pose une question, oui, c'est juste du journalisme. Non, il y a des bons journalistes, il y a des mauvais journalistes. Il y a des bons communicants, il y a aussi des mauvais. Faut pas dire le contraire. Ou il y a des gens qui sont pas à leur place dans la communication, mais on n'a pas le droit, on ne peut pas aujourd'hui réduire la communication à un gadget et jeter en pâture ce métier juste parce que parfois des gens font une annonce mal placée ou feraient mal leur boulot et donc de réduire l'intégralité d'une profession et du métier de la communication par un vulgaire et méprisant, c'est de la com. Alors là, il y a 60 idées reçues que tu débunkes, que tu déglingues, tant mieux. Alors, allez, on va le dire d'emblée. Il y en a un peu plus en fait. En fait, il y a du bonus et puis il y a même des sous-entendus. Donc sachez-le. Il y a du bonus et du surbonus quoi. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que Fred a été extrêmement généreux. Donc il n'y a pas, comme il s'est marqué sur la couverture, 60 idées reçues sur la communication, mais il y en a beaucoup plus. Je crois qu'il y en a quasiment 80. Allez, je me tais, j'arrête de donner du chiffre. Mais par contre, je vais rentrer un peu dans le détail et puis après on va évidemment toi et moi converser à cet effet. Donc il y a les idées reçues sur la com en général. En deuxième point, il y a la communication de crise.
Troisième point, l'influence évidemment et les réseaux sociaux. Quatrième, les idées reçues sur... Les relations presse et les relations médias. Cinquième, la fameuse communication interne. Qu'il ne faut pas négliger. Absolument, et qui soi-disant ne servirait à rien. Sixième, alors on n'a jamais abordé ce sujet dans le décodeur, la communication financière. La communication financière, c'est une communication très importante, notamment pour les grands groupes, notamment pour les sociétés qui sont cotées. Mais c'est vrai que ça peut paraître parfois un peu une activité niche dans la communication. Tout le monde ne fait pas de communication financière, tout le monde n'a pas eu à en faire, et donc parfois on oublie un peu d'en parler. Donc, mais les idées reçues ne manquent pas aussi sur les questions de communication financière. D'ailleurs, comme la com interne, parfois on se dit tiens, la communication financière, en fait c'est de la finance, donc c'est la finance qui s'en occupe. Mais non. C'est communication financière. Allô, communication. On parle de communication. Donc, la communication financière, c'est de la communication au service de la direction financière, mais ça reste de la communication. Donc, absolument. Donc, il faut en parler. La septième, c'est la com publique et politique. Très importante et très impactée par ce fameux c'est de la com. Mais donc voilà, j'ai deux domaines auxquels je suis attaché et dont on ne peut pas ne pas parler. La communication publique et politique, en plus, elle nous concerne toutes et tous en tant que citoyens. Donc voilà, c'est un sujet important. Et c'est évidemment énormément dans notre actualité. En France, nous adorons tant la politique dans notre magnifique pays. 8, ce sont les bonus. On ne va rien dire sur les bonus. Et puis en 9e, tu as des sous-entendus. Oui, parce que quand il y en a plus, il y en a encore, et donc voilà, j'ai tellement entendu plein de sous-entendus qui peuvent s'associer, se comparer ou s'additionner aux idées reçues, que voilà, ça permettait de faire un bonus après les bonus. C'est vrai qu'on rigole bien dans la com, hein. Évidemment, c'est un métier, c'est pas un métier, c'est juste de la rigolade. Alors 7-8 Mon Dieu, quelle horreur. Bref, et puis il faut le dire, et on termine sur justement la présentation de C'est de la com, ton 9e enfant paru chez Bréal. La préface est signée par 3 personnes. Et pas n'importe lesquels. Et là, je trouve que c'est bien parce que tu as réparti quelque part le temps de parole entre guillemets les parties. Allez, tout seigneur, tout honneur, la belle Prisca Thévenot. Il n'y a pas une préface, mais en fait 3 préfaces, pour être précis. Et effectivement, j'avais envie que ça puisse être porté par des experts de la communication publique et politique, sans non plus chercher ou orienter politiquement l'ouvrage. Donc, je suis allé de la gauche à la droite en passant par le centre. Donc, tu évoquais l'ancienne ministre et porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, qui signe une des 3 préfaces. Gaspard Ganzer, qui a été le conseiller politique de François Hollande à la présidence de la République, et Franck Louvrier, qui a été le conseiller politique de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que quand ce sont des professionnels qui parlent de leur métier, ils tiennent des propos qui sont très proches et qui sont très éloignés du sujet politique dans le sens politicien du terme. Ce ne sont pas les représentants d'une boutique politique qui s'expriment, mais bien des communicants. Et ça va dans le sens et ça sert aussi à lutter contre ces idées reçues et contre cette parole méprisante c'est de la com, avec aussi parfois le recul de dire que ils ont pu eux-mêmes éventuellement en abuser ou faire l'erreur d'en jouer. Mais voilà, j'ai la prétention d'espérer que cet ouvrage leur a permis et permettra à tous ceux qui font de la politique de se reposer la question avant d'utiliser cette formule un peu facile, un peu paresseuse pour essayer, faute d'arguments, de nuire aux propos d'une personne en face de laquelle on peut se trouver. 3 pointures. Il faut quand même le reconnaître, tu l'as dit, centre, gauche, droite. Franchement, rien à dire. Gaspard Ganzer, qui est passé dans le décodeur au tout début, je crois que ça doit être l'épisode 8 ou 9, on était en plein Covid. Prisca Thévenot, qui, je crois, a été porte-parole non pas du gouvernement, mais de la présidence de la République, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si elle est aujourd'hui porte-parole, mais si elle l'est, c'est du groupe parlementaire Renaissance à l'Assemblée nationale. Donc, elle sait de quoi elle parle. Et puis, Franck Louvrier, alors, je t'avoue, je ne le connaissais pas, et apparemment, il a énormément travaillé avec le président Sarkozy. Franck Louvrier, c'est un super communicant qui aujourd'hui est un homme politique, mais qui a une très grande et longue carrière de communicant avec une légitimité irréprochable. Il a beaucoup accompagné Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, à la présidence de la République. Il a été un des dirigeants d'Avas et aujourd'hui il occupe des fonctions électorales dans sa région. Et ben voilà, donc 3 pointures et on va rentrer dans le vif du sujet. Comme on le disait en intro, c'est de la com, c'est devenu vraiment un constat très méprisant, dit sur un ton d'autant plus méprisant, et c'est assez accablant pour notre métier. Selon toi, pourquoi la communication est-elle si peu comprise en France ?
Alors, je sais pas si c'est une question de compréhension. Souvent, on dit que la communication, c'est après les RH, c'est un des derniers métiers entrés, une des dernières fonctions entrées dans l'entreprise. Alors, peut-être qu'il y a un manque d'historique et peut-être que ce métier n'est toujours pas finalement installé encore dans les organisations, en tout cas dans les consciences. Après, il y a un travers qui est certain, c'est que beaucoup de gens confondent, notamment sur la question de communication, le fait d'avoir un avis et le fait d'avoir des compétences. Et donc les gens réagissent par rapport à la communication, d'ailleurs souvent de façon affective et de façon émotionnelle. Et donc par exemple par rapport à la création d'une marque ou d'une identité, le nombre de communicants vont avoir pour réaction face à eux un j'aime ou un j'aime pas. Alors que la question ne se situe pas sur les goûts personnels. On fait pas de la communication pour se faire plaisir ou pour faire plaisir. On fait de la communication pour répondre à un objectif, pour satisfaire une stratégie. Donc la question du goût des uns et des autres n'entre pas en compte. Mais les personnes extérieures imaginent que ce jugement personnel suffit à qualifier si le travail est bon ou s'il n'est pas bon. Alors qu'en fait, le sujet est complètement ailleurs. Je me souviens que dans un des épisodes du Décodeur, tu avais dit à quelqu'un qui t'avait dit « Oh, j'aime pas le ci ou le ça », tu avais répondu « Bah moi non plus, ça tombe bien, j'aime pas ». Moi non plus. C'est quand souvent on me demande d'intervenir dans des conférences, dans des réunions sur comment lutter contre certains freins. Et le premier frein, c'est souvent celui du j'aime pas. J'explique les deux stratégies que j'ai utilisées dans ma vie. La première, c'était de dire à la personne mais j'en ai rien à foutre de ton avis. Et ça, finalement, ça ne fonctionne pas. Donc je déconseille d'utiliser ce système. Et je l'ai utilisé. Et je sais que ça fonctionne pas. Donc je peux le dire. Le second que j'utilise, là que je recommande d'utiliser parce qu'il fonctionne, c'est de dire mais moi non plus, j'aime pas. En face de toi, t'as une personne qui est complètement déstabilisée parce que mais pourquoi tu me présentes ce travail si tu ne l'aimes pas? Et là, ça permet de créer l'échange et le dialogue et de dire mais je n'ai pas fait mon travail n'est pas fait pour me satisfaire ou pour chercher à satisfaire qui que ce soit. Ce travail, il est fait pour avoir une utilité et pour être efficace. Et là, à ce moment-là, on commence à comprendre le fait que le goût personnel n'a aucun intérêt. Si on trouve un travail esthétique, séduisant, plaisant, tant mieux. Mais c'est une dimension très individuelle qui n'a rien à voir avec la vision professionnelle qu'on doit avoir du sujet. Et ça veut dire que quelque part, quand tu as ce genre de réponse qui est honnêtement très déstabilisante, j'imagine qu'à chaque fois que tu as sorti ça, plutôt que je m'en fous de ton avis, c'est plus pédagogue quelque part. Quand tu dis à la personne j'en ai rien à foutre de ton avis ou qu'est-ce qui te laisse croire que ton avis a une importance, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la personne en situation de se défendre et d'essayer de se justifier, de sa position, de son avis, de sa position dans l'entreprise. Tu peux avoir une personne qui va dire oui mais moi c'est moi le patron donc c'est moi qui décide. Alors qu'à partir du moment où tu vas créer un dialogue, communiquer, c'est créer de la relation. Là, tu es dans ton rôle de communicant, même si c'est au bout d'un moment pénible de toute la journée devoir expliquer son boulot, alors que le directeur financier ou le directeur ou directrice juridique va pas expliquer son boulot. Toi, tu dois toujours ou très souvent expliquer ton boulot. En tout cas, tu crées une relation, tu crées du dialogue, et là, tu permets à la personne en face de toi de comprendre que on n'est pas dans un arbitrage d'avis personnel, mais on est dans une vision et une construction d'une stratégie pour servir des objectifs. Et là, ça fonctionne ou ça fonctionne mieux. Absolument, et c'est là aussi qu'on commence quelque part à être respecté en tant que communicant, si tant est que certaines personnes essayaient de faire vaciller la com, quoi. Et t'as raison, c'est là où on commence à être respecté, et c'est là où on commence à installer quelque chose que je considère comme très importante. C'est là où on commence à installer notre autorité professionnelle, parce que petit à petit, on va être davantage écouté et notre expertise va être davantage reconnue. Et non pas re-challenger ou challenger en permanence, comme si n'importe qui pouvait intervenir sur ton travail. Ton livre, justement, aborde officiellement 60 idées reçues. Il y en a plus, on a dit un chiffre. Vous irez compter quand vous irez l'acheter, évidemment. Alors, rappelle-nous combien il coûte, s'il te plaît, Fred? Il coûte 9,90 €. Donc, c'est un investissement que vous pouvez faire. Et sincèrement, je pense que ça va vous rapporter beaucoup. C'est mieux que le loto. Si tu ne devais garder qu'une seule et unique idée reçue qui te rend fou, laquelle ce serait? Alors j'ai atteint un certain âge et une certaine sagesse pour ne pas me rendre fou par des idées reçues, mais peut-être que si je ne devais en retenir qu'une, ça serait pas la première du livre, mais la deuxième, et c'est le fait que la com, tout le monde peut en faire. Ça, cette idée est vraiment insupportable, pénible, fatigante. Non, personne ne peut faire un métier
dans l'absolu, tout le monde doit apprendre ce métier, doit acquérir de l'expérience par la pratique. Donc non, il est absolument faux de dire que tout le monde peut faire de la com. Tout le monde n'a pas cette appétence, tout le monde n'a pas cette envie, tout le monde n'a pas cette disponibilité. Donc il y a plein de qualités personnelles et de compétences professionnelles qu'il faut avoir. Donc je ne dis pas que la com est fermée à tout le monde. Elle est peut-être ouverte à tout le monde, mais en tout cas, il y a un chemin, un parcours, un apprentissage à avoir, comme pour n'importe quel métier. Et je pense que, ceci dit, que certaines personnes sont plutôt faites pour la communication et d'autres ne le sont pas. Donc il suffit pas de le vouloir ou de le croire. Il faut pouvoir en être capable, il faut pouvoir le prouver. Une autre question, avant qu'on rentre dans justement ces fameuses idées reçues. Tu parles à un moment d'un concept que je trouve incroyable, qui est la com faciale facile. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Parce que c'est vrai que quand tu vas l'expliquer, tout le monde va dire « Ah oui, ok, je comprends mieux ». Mais explique-nous ce fameux concept qui va parler à beaucoup de gens. Ce que j'appelle la com faciale facile, c'est une autre façon d'appeler le coup de com, et le coup de com qui est souvent jouissif pour celui qui le produit, qui parfois a des résultats immédiats intéressants. Donc je dis pas qu'il faille ne jamais faire de coup de com dans la vie. En tout cas, on peut pas résumer notre métier et résumer la communication à des coups de com. Donc le coup de com, c'est parfois une opportunité, c'est parfois un moment, mais il faut pas tomber dans cette facilité permanente. La communication, elle doit être aussi durable, elle doit produire des effets sur le long terme. C'est un investissement. Quand on fait que de la com faciale facile, finalement, on claque un peu au minimum de l'énergie, au maximum de l'argent, mais pas pour un effet durable. Et donc la communication, c'est un investissement, c'est pas une dépense inutile. Donc c'est un investissement qui demande du travail, qui demande de l'énergie, qui demande des ressources, qui demande du temps. Et il faut que le bénéfice de tout cet investissement, il puisse durer. Et donc c'est pour ça que je mets en opposition la communication durable, celle de tout communicant, et les coups de com, la communication faciale facile, avec laquelle on peut se faire plaisir de temps en temps. Et parfois c'est même utile. Parfois il y a une opportunité, une actualité qui permet d'en jouer, mais on ne peut pas résumer la communication à ces coups de com. Et puis, au final, est-ce que cette com faciale facile, ces fameux coups de com, est-ce qu'ils sont pas en train, tout simplement, de nous tirer, non pas une balle dans le pied, mais une balle dans la tête, à nous les communicants, ou finalement, c'est que, un truc un peu, entre guillemets, rigolo? Tu as raison, mais elle ne fait pas, ce n'est pas que se tirer une balle dans le pied du communicant, c'est aussi celui du donneur d'ordre. Si on reste sur la communication politique et publique, est-ce qu'aujourd'hui la communication politique est très sérieuse? Est-ce qu'elle est très visionnaire? Est-ce qu'elle partage beaucoup d'idées? Ou est-ce qu'on est juste dans le coup médiatique pour faire le plus de bruit, pour qu'on parle de toi tout de suite? Parce qu'aujourd'hui, la communication politique, elle s'adresse de moins en moins à des citoyens et à des électeurs, elle s'adresse de plus en plus à des clients et aux clients du moment, et on veut capter sa voix immédiatement, et puis on n'en a rien à faire de savoir si le client va être fidèle à la marque, c'est-à-dire à la boutique politique, à l'homme ou à la femme politique. Voilà, ça c'est très regrettable, et c'est, à mon avis, c'est pas une bonne façon de faire de la communication. C'est pas un grand service qu'on rend à la démocratie, et en plus ça atteint la profession tout entière. Encore une fois, on faut pas non plus réduire la communication à la communication politique. C'est un élément important parce qu'il nous concerne toutes et tous, mais c'est qu'une partie du métier. Le métier, il est beaucoup plus vaste que la simple communication politique. Politique rime avec éthique. Comment est-ce qu'on peut cultiver ça quand aujourd'hui, tu l'as dit très justement, on est dans le coup de com', on est dans toujours plus vite, plus haut, plus fort, soi-disant. Comment est-ce qu'on peut revaloriser notre métier et puis avoir une éthique pour que notre métier, quelque part, soit pas plus bankable, mais en tout cas peut-être plus respecté? Je pense que notre éthique passe par notre professionnalisme. Plus on va être professionnel, plus on va être à cheval sur le sérieux, sur l'importance de que chaque détail compte ou peut compter. Ça va participer à notre crédibilité, d'une part, probablement à notre durabilité et à l'affichage d'une certaine éthique que toute profession doit avoir, et nous, communicants, on doit l'avoir aussi. Alors parfois ça passe peut-être par des détails, il y en a qui c'est pas des détails, le fait d'écrire correctement la langue dans laquelle on travaille. Si je travaille en français, je dois respecter la langue française, plutôt que d'introduire plein de mots anglais ou franglais. Mais de la même façon, si je travaille en anglais, je dois respecter la langue anglaise et ses codes. Quand je parle de code, je
je pense notamment aux règles d'écriture typographique de la langue. Voilà, les communicants. Alors souvent les agences, j'ai pas d'attaque particulière à formuler contre les agences, mais les agences se dispensent souvent de respecter les règles d'écriture typographique. Moi, c'est un sujet auquel je suis très attaché. En français, on utilise des chevrons, on n'utilise pas des guillemets. Inversement, quand on travaille en anglais, mais je vois pas pourquoi on attaquerait notre propre culture et notre propre langue en faisant ces amalgames. Alors, beaucoup de graphistes vont te dire, ah bah oui, mais le guillemet, c'est plus joli que le chevron. Mais on n'est pas là pour faire joli. Et puis, justement, si on est des créatifs, bah, à nous d'être suffisamment imaginatifs pour faire ce joli si on tient à le faire, mais en respectant les codes. Les majuscules qui sont utilisées à tout va, notamment dans les fonctions. Voilà, il faut flatter les gens en mettant une majuscule à leur titre professionnel, alors que ça n'existe pas dans la langue française. Le président d'une société, un avocat, ou le directeur ou la directrice générale n'ont pas de majuscule à leur fonction, pas plus que ma femme ou mon homme de ménage. Voilà, des règles assez simples qui participe aussi à vivre ces règles. Ça fait partie de ce qui participe à vivre en communauté, à vivre ensemble. Si chacun applique ses propres règles ou ses propres codes, après on va s'étonner qu'il est de plus en plus compliqué de communiquer, d'échanger dans la vie de tous les jours. Mais oui, mais si on construit chacun notre propre monde, ça veut dire que nous n'habiterons plus dans le même monde. En tout cas, ça fait partie de ce professionnalisme et de cette éthique. Après, on peut le décliner sur beaucoup de sujets. L'éthique, moi je suis très attaché à la qualité des relations presse, l'éthique avec les journalistes, l'éthique de travail et de collaboration avec un journaliste, le communicant qui va manquer d'éthique vis-à-vis d'un correspondant de la presse, à un moment, son image va être dégradée, le journaliste ne va plus lui faire confiance, ne va plus faire confiance dans la marque, et c'est une inscription durable dans sa carrière qui va être atteinte, de la même façon que le journaliste qui ne va lui-même pas être éthique ou qui ne va même pas respecter sa parole ou ses engagements, de la même façon, le communicant n'aura plus envie de travailler avec lui. Donc, dans toutes les étapes de la vie professionnelle et des différents temps de travail du communicant, c'est important. On peut parler aussi des questions de responsabilité et de RSE. Voilà, je peux pas tenir un discours ultra responsable, pro-environnemental et sociétal, et puis avoir des pratiques qui sont complètement différentes. Ou alors, en tout cas, il faut pas que je m'étonne ensuite d'être attaqué par des activistes, par des militants ou juste par des gens qui vont remettre en cause la sincérité de mes propos, qui sont complètement différents de mes pratiques. Donc, faut être aussi honnête et aligné entre ces pratiques et ces engagements. C'est pas si facile, parce que parfois on peut avoir des gens qui vous poussent à faire certaines choses. On peut soi-disant être très branché RSE et environnement et puis aller sponsoriser un sport qui est extrêmement polluant. Je dis juste ça bêtement. C'est pas si facile pour les communicants, mais est-ce que tu ne crois pas finalement que nous avons peut-être aussi, nous, intérêt communicants, qu'on soit en agence ou qu'on soit chez l'annonceur, et tu as raison sur les histoires de orthotypos. Un exemple parmi d'autres. Non, mais tu as tout à fait c'est pas raison. celui sur lequel on perd le plus de temps, alors que ça reste un sujet sérieux parce que c'est notre culture, c'est notre langue, et on participe volontairement ou involontairement à la dégrader. Je trouve pas ça responsable quand on fait le métier qui est le nôtre. Mais on est d'accord. Les règles orthotypos, c'est les règles, comme son nom l'indique. Donc, si on doit respecter notre métier, et faire en sorte que notre métier se fasse respecter, on commence par ça. On commence par se respecter nous-mêmes. Merci. Et est-ce que tu crois pas justement que le manque de respect qu'on s'afflige parfois, ce serait aussi par facilité, tu sais, par ce côté américanisation de la communication ou de la langue, ou facilité ou simplification. Tu crois pas que ça joue aussi ça et que ça nous tire encore une balle dans le pied ? Par facilité, certainement, par facilité, par paresse, pour éviter le conflit, parce que j'ai 15 problèmes à gérer aujourd'hui, donc je vais ce 16e problème, je vais l'évacuer parce que j'ai plus important. Il y a plein de raisons. Il y a quelque temps, tous les deux, on a beaucoup échangé sur la question de ce qui n'existe pas et ce qui est la marque employeur. La marque employeur, ça n'existe pas. Il y a pas longtemps, j'ai rencontré dans une assemblée quelques dirigeants de quelques DIRCOM, et une DIRCOM me dit, avec le sourire et très à l'aise, me dit oui, alors moi je travaille beaucoup sur la marque employeur, alors je sais que la marque employeur ça n'existe pas, puis il y a Fred qui est là et je sais qu'il va acquiescer sur le fait que ça n'existe pas, mais bon, je dis marque employeur parce que c'est plus confortable pour tout le monde comprend de quoi on parle.
Là, je me disais, elle se trompe. Parce que si elle-même est convaincue que la marque employeur, ça n'existe pas, qu'elle le sait, mais que finalement, elle véhicule l'idée que ça existerait quand même parce que ce serait plus confortable pour tout le monde. Non, je pense que ça vaut le coup de perdre 30 secondes ou une minute pour expliquer pourquoi la marque employeur n'existe pas. Et puis après, on développe le sujet parce que le sujet qui est derrière, lui, il existe, il est important. Ça, c'est de la facilité ou de la paresse, où on n'a pas envie de discuter, on n'a pas envie de débattre. Donc finalement, on va à la vie populaire le plus large. Oui, mais enfin, notre métier, il est fait de courage aussi, hein. Mais notre métier, c'est aussi le fait de être DIRCOM, ce n'est pas être un démocrate. Je l'ai écrit par une tribune et ça a donné le nom à mon premier livre sur la com. C'est ça, notre boulot, c'est pas de faire plaisir au plus grand nombre. Notre boulot, c'est d'être le plus professionnel possible. Et je reviens sur un point que tu as évoqué juste avant, qui était sur cette question de facilité. Je n'ai jamais dit, tu ne m'entendras jamais dire que tout ce qu'a à faire le DIRCOM, c'est facile. Non, rien n'est facile. C'est pas pour autant que ça ne doit pas se faire. Mais je suis conscient que c'est pas facile et quand parfois tu as un donneur d'ordre, un dirigeant qui te demande de commettre une faute éthique dans ton métier parce que c'est sa vision du sujet, parce que ça lui fait plaisir, parce que ça va flatter son ego de faire telle ou telle chose. Tu parlais éventuellement d'une entreprise qui défend le respect de l'environnement mais qui demande d'organiser un événement extrêmement polluant. Oui, t'es extrêmement en contradiction et je dis pas que c'est facile de lutter contre ça et je ne dis pas que je vais porter un jugement définitif sur la personne qui le fera quand même. L'idée, c'est d'essayer d'utiliser son autorité professionnelle pour expliquer que c'est une mauvaise idée, que c'est mauvais pour l'image, que certes, l'activité est peut-être très sympa, très ludique, qu'elle va peut-être plaire aux collaborateurs si c'est pour un événement interne, au public, aux clients si c'est pour un événement externe, mais ça pose un problème d'image et de communication puisqu'on est en contradiction entre nos actes et nos paroles et qu'on prend aussi un risque, le risque d'être attaqué sur le fait que on tient un discours et qu'on a des pratiques différentes. Et donc c'est encore une fois dans ce dialogue fort de l'autorité professionnelle qu'on peut avoir ou qu'on n'a pas, qu'on a la force, le courage d'exercer ou qu'on a la fatigue ou l'épuisement d'abandonner. Voilà, il y a plein de circonstances qui font que ce n'est pas facile. Il faut essayer de le faire. Je sais que c'est pas facile et parfois on va avoir la satisfaction de faire changer le dirigeant de point de vue et puis parfois on n'y arrivera pas et avec l'espoir que peut-être on y arrivera la fois suivante. Est-ce qu'être DIRCOM, au final, ce serait pas refuser la facilité? Bien souvent. En tout cas, être DIRCOM, c'est s'engager. On peut pas être DIRCOM sans s'engager. On doit prendre des décisions toute la journée. Le DIRCOM, il décide de petits sujets, de gros sujets. Il décide de ce qui est de sa compétence, parfois de ce qui dépasse sa compétence, mais parce que les circonstances, le contexte, le manque de temps font que c'est lui, il doit prendre la décision. Donc, il doit prendre des risques. Est-ce que en cas de crise, est-ce que je réponds? Est-ce que je ne réponds pas? Est-ce que je prends le risque d'alimenter la crise ou est-ce que je prends le risque que la crise se développe parce qu'on n'a pas répondu? On doit prendre des décisions toute la journée, on doit s'engager. Donc, on peut pas être DIRCOM sans avoir un peu de courage, sans aimer aussi prendre des décisions. Donc, c'est une question de capacité. Tout le monde ne peut pas être DIRCOM. Il y a des gens qui sont d'excellents communicants parce qu'ils se sont des experts dans leur secteur, dans leur niche professionnelle, qu'il s'agisse de design, qu'il s'agisse de relations presse. Et tout le monde n'a pas forcément la bonne compétence pour être, la compétence tout court d'ailleurs, pour être un manager, pour prendre ses décisions, pour assumer ses décisions, pour porter son équipe, pour affronter d'autres cadres dirigeants dans l'entreprise. Donc c'est une compétence de manager qui vient en plus de la compétence et de l'expertise des métiers de la communication, comme n'importe quel dirigeant d'ailleurs dans n'importe quelle entreprise. Alors merci pour ce plaidoyer pour le métier et qui est fondamental. Et je voudrais passer un message à nos plus jeunes auditrices et auditeurs qu'ils comprennent bien que non, être DIRCOM, c'est pas simplement aimer le bleu, le rouge, le vert. Je suis en train de sombrer véritablement dans les idées reçues et tu vois où je veux en venir. Mais sincèrement, c'est un vrai métier, comme le dit Fred depuis très longtemps. Et comprenez-le, vous aurez certainement un jour ou l'autre à vous battre. Et se battre, ça veut pas dire le pugilat, mais c'est tout simplement défendre le métier, vos idées, et aller contre peut-être une idée reçue assez facile. Oui, non, mais on s'en fout, on respecte l'environnement, mais on va faire, je sais pas, un truc ultra polluant. Non, à un moment, il faut être aligné. Et puis être en accord, et puis ne l'oublions pas, il peut y avoir aussi des sanctions, pas que d'associations, mais aussi tout simplement des consommateurs. Mais oui, le risque vient de toutes les parties prenantes, d'ailleurs y compris des collaborateurs, parce que beaucoup d'entreprises peuvent rencontrer des difficultés pour recruter, investissent beaucoup dans leur image employeur. Quand elles ont des pratiques qui sont complètement opposées à leur discours, ça ne va pas les aider à recruter, ça peut même les empêcher de fidéliser les collaborateurs. J'aime pas le mot fidéliser d'ailleurs, je préfère retenir les collaborateurs que les fidéliser parce que changer d'entreprise c'est pas la trahir, c'est juste évoluer professionnellement
c'est un autre sujet, mais en tout cas, voilà, c'est compliqué de retenir ou de recruter des collaborateurs si on a des pratiques qui sont complètement différentes. Si on a des dirigeants qui portent des bonnes paroles sociétales, humaines, environnementales, et puis qu'à l'intérieur de l'entreprise, on gâche, on gaspille, on pollue, on insulte les gens, on les maltraite, et à un moment, l'inadéquation entre le discours et les pratiques se paye. On va rentrer justement dans ces idées reçues maintenant. Je le rappelle, dans ton livre, il est marqué sur la couverture 60 idées reçues sur la communication. Je le redis encore une fois, il y en a nettement plus. Preuve de ta générosité légendaire, Fred. Alors, on va commencer par le premier sujet que tu abordes. C'est justement les idées reçues sur la com en général. En général. Alors, j'ai choisi quelques-unes des idées reçues. La toute première, c'est la com, ça coûte cher. Et oui, la communication, elle est souvent perçue comme une dépense inutile. Et donc, une dépense inutile, c'est une dépense, comme son nom l'indique, inutile. Et donc, la communication est rarement vue au premier abord comme un investissement. Et la communication, ça ne coûte cher que si elle est mauvaise, inutile et si elle ne sert à rien. Et notamment quand elle sert uniquement à satisfaire l'ego d'un dirigeant qui demande de faire quelque chose d'inutile. Mais quand c'est un investissement bien engagé, quand c'est un investissement mesuré, quand c'est de la communication durable, bah on se rend compte que la communication, elle ne coûte pas cher et que parfois même, elle rapporte plus qu'elle ne coûte. Un tout premier exemple, c'est il y a plus de 20 ans, un premier groupe privé dans lequel j'ai bossé. J'ai obtenu un jour un article fabuleux, ça a été un de mes plus beaux coups en relations presse, un article fabuleux d'une page entière dans un des quotidiens nationaux français, et l'équivalent publicitaire de cette page, ça représentait mon salaire annuel. Et donc en un article, relations presse, un article, et en plus un rédactionnel, c'est plus crédible qu'une annonce publicitaire, donc coût plus fort encore, mais ce seul article en équivalent publicitaire représentait la valeur de mon salaire annuel. Et donc quand j'ai montré cet équivalent à mon patron, je lui ai dit, bah, en plus voilà, non seulement mon salaire est déjà remboursé, mais donc tout le reste de l'année maintenant, ça va être que du bonus, quoi. Il l'a compris, le patron, au moins. Très bien. Ah, bah toutes mes félicitations. Très bien. Tu as été augmenté après, je suppose. Même pas. Bon, comme quoi, mais c'est vrai encore une fois que la communication, c'est un investissement et c'est pas quelque chose qui coûte cher ou tout simplement une dépense. Mais ça, il faut le faire comprendre. Alors, une autre idée reçue, elle est magnifique. Celle-là, tu vas bondir. La communication, ça sert, tu le sais bien, Fred, à réaliser de jolis outils. Alors effectivement, là, tu abordes un sujet contrariant pour les communicants, c'est le fait d'aborder la communication. Alors il y a la question du joli, il y a la question de l'outil. Alors effectivement, notre métier, c'est pas de faire joli, c'est pas de faire waouh, c'est pas de faire sexy. Pour commencer, encore une fois, c'est de faire utile, de servir l'objectif. Le fait qu'éventuellement ça puisse être waouh, joli ou sexy, bah c'est un élément qui peut-être servira à la stratégie, mais faut-il que ça rentre dans la stratégie? Toi, je sais pas, par exemple, si tu communiques pour une entreprise de pompes funèbres, je suis pas certain qu'il soit nécessaire de faire waouh ou sexy ou joli. Et puis, mais surtout, tu as évoqué la question de l'outil. Et ça, c'est un vrai problème pour les communicants, notamment quand ils ont à échanger avec des personnes qui ne sont pas du métier, parce que notre métier est d'abord vu par les outils, par la production, le résultat final de notre travail. La communication, ça produit de l'intelligence. Mais beaucoup de gens ne voient que le résultat final et te disent, même parfois te passent commande en te disant, il me faudrait une newsletter, est-ce qu'on pourrait faire une vidéo, est-ce qu'on pourrait faire un nouveau logo? Et en fait, quelle histoire j'ai racontée? Qui je veux toucher, quelle est mon intention de communication, et une fois que je saurai tout ça, alors je vais pouvoir savoir par quels moyens toucher ma cible, véhiculer mon message, avoir l'impact que je cherche à avoir. On parle insuffisamment de la notion d'impact, mais notre métier, il n'y a pas de communication utile s'il n'y a pas d'impact derrière, et alors à ce moment-là, on va décider de l'outil ou des outils qui vont être utilisés pour pouvoir servir cet objectif, qui sera joli, pas joli, peu importe, c'est pas le sujet, c'est une question très annexe et accessoire. Encore une fois, peut-être que ça me plaira, peut-être que ça ne me plaira pas, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit efficace. Est-ce que ça n'est pas par moment, je dis bien par moment, un peu épuisant quand tu as des gens qui viennent acheter leurs outils de communication, qui passent au fameux guichet dont tu parles dans le livre? Effectivement, la com, c'est pas un guichet où les gens viennent passer leurs commandes et récupérer leurs outils ou se faire livrer. La communication, c'est un service où on vient exprimer un besoin, un service que l'on vient associer à un projet, et après, la communication va construire ce qui va pouvoir accompagner le sujet ou le projet en termes de communication. C'est comme ça que ça doit fonctionner et non pas l'inverse.
troisième idée reçue sur la com en général. Vrai ou faux, on peut déléguer toute sa com à une agence. Alors, on peut déléguer toute sa com à une agence. Faux. Il ne faut pas confondre déléguer et abandonner sa com. On peut déléguer, d'ailleurs le DIRCOM il a besoin de déléguer soit à ses équipes, soit à des prestataires extérieurs, mais déléguer ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire qu'il va falloir continuer à suivre, qu'il va d'abord falloir briefer, qu'il va ensuite falloir suivre. Imaginez qu'on ne va pas s'occuper de sa com ou qu'on va faire des économies parce qu'on va tout déléguer à une agence, c'est une fausse idée. On a besoin d'agences souvent parce qu'on n'a pas toutes les compétences, parce que on peut avoir une surcharge de travail, on a besoin de renforts. Il y a plein de bonnes raisons de travailler avec une agence de communication, mais une agence de communication, elle doit se traiter comme un collaborateur, comme une collaboration, et donc il faut l'accompagner, il faut la contrôler, il faut la suivre, il faut lui donner des consignes, il faut recevoir, il faut écouter aussi ses compétences comme un collaborateur. On achète des compétences, donc il faut aussi entendre, respecter et avoir confiance en son agence, mais on ne peut pas lui abandonner notre communication pour des raisons très, très simples. L'agence, elle n'est pas dans l'entreprise, elle n'est pas dans l'organisation. Elle ne connaît pas la vision, elle ne la partage pas, elle ne vit pas l'actualité, le quotidien, les mouvements, l'esprit. Donc, elle a vraiment besoin d'être accompagnée. Et pour qu'une agence soit performante, elle a absolument besoin d'être bien briefée et ensuite d'être accompagnée. Et puis aussi le contrôle, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. On passe à un autre chapitre du livre. Je rappelle le nom de ton livre, ton 9e bébé si je puis dire, c'est de la com, toujours paru chez Bréal. Et là on va parler de communication de crise. Et est-ce qu'il faut paraître coupable en communication de crise, Fred ? Alors c'est vrai que la première idée serait de se dire il faut surtout pas paraître coupable parce que ça serait très négatif pour l'image. En fait, c'est pas si simple et notamment dans une crise où il va y avoir des victimes, où il va y avoir de l'humain d'engagé, eh bien mieux vaut paraître coupable que salaud. Parce que salaud, vous ne pourrez jamais vous en sortir et ça restera gravé, marqué à tout jamais sur votre image. Et pourquoi vous risquez de passer pour un salaud ? C'est le jour où vous allez préférer utiliser un message qui cherche à vous déculpabiliser pour montrer que vous êtes des gens parfaits, en méprisant, en oubliant des victimes et le temps de l'émotion. Donc, dans la communication et dans la communication de crise, il y a plusieurs temps. Et au moment où surgit la crise, le premier temps, c'est celui de l'émotion. Et celui de l'émotion, pour le communicant, ça doit être celui, ou pour l'organisation qui est mise en cause, ça doit être celui de l'empathie. Et donc, on ne doit pas se poser de questions autres que celles de l'humain et de l'empathie qu'il faut avoir vis-à-vis des victimes, vis-à-vis des proches, que ce soit des décès, que ce soit des accidentés, peu importe. Et donc, surtout, ne pas passer pour un salaud en essayant tout de suite d'expliquer que l'entreprise a bien fait son travail, que l'entreprise n'est pas responsable, que les normes de sécurité ont été respectées, donc la responsabilité de l'entreprise n'est pas engagée. Ce n'est pas le bon moment. Ce moment-là, c'est le moment de la compassion, de l'empathie, de gens qui souffrent, de gens qui sont en difficulté, de familles qui sont endeuillées, de collègues qui sont perturbés, affectés par un accident auquel ils ont assisté. Donc, mieux vaut paraître responsable et coupable tout de suite. Et ensuite, il y aura le temps juridique, ensuite, il y aura le temps de la reconstruction, le temps de tirer les enseignements de la crise. Ça, c'est essentiel plutôt que de paraître salaud. Sachant que passer pour un salaud, ça peut avoir une incidence très très forte, c'est que ça peut tout simplement tuer l'entreprise. Oui, potentiellement, en tout cas, ça peut durablement atteindre son image, sa réputation et avoir des dégâts et à la fois importants et à la fois durables, et parce que ça peut aussi ressortir de façon régulière. Puis ça peut amener aussi à des fameux boycotts. Ils sont très durs. Ah, exactement. Après, il y a tout l'activisme contre l'entreprise ou contre la marque qui peut se mettre en place sur ce fait-là, et ce fait-là, vous ne pourrez pas l'effacer. On passe à d'autres idées reçues, ou plutôt une autre idée reçue, cette fois-ci sur l'influence et les réseaux sociaux. C'est le 3e chapitre de ton livre. Je rappelle encore une fois le titre, c'est de la com. Tu vois, je le dis avec un air bien méprisant et bien supportable. Et là, la question, elle est très simple, de prime abord. Influenceur et journaliste, c'est la même chose, non ? Justement, c'est pas du tout la même chose. Certes, il peut y avoir des appétences identiques pour exercer les deux activités, mais les deux métiers n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes intentions, ne
fonctionnent pas de la même façon. Et donc, on peut pas considérer que journaliste et influenceur, ce soit le même métier. Je pense qu'on ne peut pas les traiter non plus de la même façon. Je suis même pas certain qu'il soit judicieux de les rassembler, de les réunir. Quand on organise un événement avec des influenceurs et avec des journalistes, je conseille de les traiter différemment. D'abord, les journalistes prendront assez mal le fait qu'il y ait des influenceurs à leur côté ou qu'ils soient associés à des influenceurs. Le journalisme a une éthique, a une responsabilité, a une façon d'aborder son métier, a une façon de traiter l'information qui lui est propre. L'influenceur, lui a une autre façon de faire. Il va plutôt utiliser et s'approprier le sujet et utiliser sa propre image pour le valoriser. Donc c'est une autre façon de travailler. Je ne porte pas de jugement ni sur l'un ni sur l'autre, mais il faut juste respecter le travail des deux, les différences qu'il y a entre ces deux activités et plutôt ne pas les mélanger. Justement, je rebondis sur ce que tu dis. Il m'est arrivé d'entendre que dans une DIRCOM, une grosse DIRCOM, dans une très grande entreprise, le service relations presse et le service influence, c'était les mêmes. C'était les mêmes personnes. Je t'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise, mais j'ai l'impression que ça se développe. Ce côté, entre guillemets, hybride, ça me paraît très, très, très surprenant, sincèrement. Oui, ça existe, donc on peut pas le nier. Peut-être que certains fonctionnent très bien. Je ne partage pas cette idée de l'organisation. Alors, ça peut être peut-être dirigé par la même personne, mais après avec des collaborateurs dédiés qui ne font pas forcément l'amalgame des uns et des autres. C'est pas parce qu'il y a un contenu identique au départ à partager ou à promouvoir ou à valoriser que la façon de le faire ou l'approche va être identique entre influenceurs et journalistes. En tout cas, pour ma part, je déconseille de faire cet amalgame.